Déjà l'épisode 6 pour The Last of Us, ce qui nous laisse 3 épisodes d'ici la fin de cette première saison. Mais qui survivra jusque-là? On est en droit de se poser la question. Cet épisode est titré Kin, ce qu'on peut tenter de traduire par la famille, les proches, avec cette idée de famille aussi bien biologique que celle qu'on peut se choisir peut-être. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que ces vidéos sont emplies de spoilers et donc faites pour le public qui a déjà vu l'épisode. Comme d'habitude, je m'appuie notamment sur le podcast officiel de la série dans lequel s'expriment ces deux showrunners, Neil Druckmann et Craig Mazin. Dans l'ensemble, c'est un épisode que j'ai encore une fois beaucoup apprécié. Son thème principal est celui de la prise de conscience et de l'acceptation, le tout porté par une belle photographie et des interprètes extrêmement talentueux. 3 mois se sont écoulés depuis la tragédie de Kansas City et on respire soudain avec les paysages enneigés du Wyoming. Un couple âgé, Marlon et Florence, vit en autarcie au milieu de nulle part, dans une grande cabane. Heureusement pour eux, Joel n'est plus celui qu'il était et la rencontre apporte une légèreté aussi inattendue qu'agréable au périple de nos deux protagonistes. À l'ouest, le danger les attend et Joel est pris d'une crise d'angoisse dont il ne comprend pas encore véritablement l'origine. Ellie va y réagir avec la colère caractéristique des enfants témoins d'une faiblesse exprimée par un parent qui est supposé être un repère, un rempart invincible. Joel déploie beaucoup de prudence pour traverser cette rivière supposée représenter la frontière avec le monde de l'inconnu, de la mort, en reprenant une symbolique presque mythologique, et tout ça sur fond de paysages d'une pureté naturelle reposante. Durant le bivouac, Ellie se projette vers un avenir que Joel aurait été bien en peine d'oser envisager seul, à tel point qu'il n'y parvient pas encore vraiment puisqu'il va mentir en quelque sorte. Et si le vaccin fonctionnait, qu'est-ce que tu ferais? Joel va d'abord faire la réponse du ranch et des moutons pour le calme, parce qu'en surface, il aspire à l'isolement, ce qui est une autre expression du fait de s'être fermé au monde, comme il l'a fait après la mort de Sarah. Et si Ellie regardait le ciel et l'aurore boréale juste avant, ce n'est pas pour rien, elle rêve de devenir astronaute d'espace, et Joel la connaît bien puisqu'il devine que c'est Sally Ride qui l'a fait le plus rêver parmi tous les astronautes. Plus tard dans l'épisode, Joel dira qu'il aimerait se lancer dans la musique, voire carrément devenir chanteur. Je pense qu'ici on s'approche de la vérité, mais la vérité la plus profonde, c'est certainement son souhait d'être père à nouveau. Petit détail sympathique, espace et musique, les deux passions évoquées par les personnages, correspondent à celles de leurs interprètes dans le jeu vidéo, comme confirmé par Neil Druckmann. Joel va s'endormir durant son double tour de garde, qui n'est pas très malin de base. Ellie prend le relais sans le réveiller, et voilà qui va aggraver l'angoisse de l'homme, tandis qu'Ellie s'affirme de plus en plus en se calquant sur la perception qu'elle a de Joel. En arrivant en vue d'un barrage, Ellie va faire une mauvaise blague et on peut s'amuser justement que ce soit elle qui endosse la responsabilité des fameuses dad jokes, les blagues de papa, dans le duo. Malheureusement, une erreur succède à la précédente puisque la rivière de la mort n'était pas celle que Joel croyait. Et Joel se retrouve totalement bloqué quand le chien risque potentiellement d'attaquer Ellie en reniflant sur elle la trace d'une infection, comme le ferait un des détecteurs de la Fedra qui virerait au rouge. Si le vert et le jaune qui dominaient la série jusqu'ici ont presque disparu dans ce blanc virginal, on remarque le retour d'un vert assez marqué avec le blouson de Maria, peut-être pour souligner le danger qu'elle semble initialement représenter. Des craintes infondées puisque Jackson se révèle un véritable havre de paix et de prospérité dans ce monde en ruine, à tel point que la vie y semble presque préférable à celle que nous connaissons actuellement, en partie grâce à une forme de communisme qui fonctionnerait enfin, mais certes à petite échelle. Joel pensait clairement arriver en sauveur, mais Tommy vit sa best life, et on remarque le petit regard en coin que va glisser Ellie vers ses retrouvailles, craignant sans doute de ne plus être au centre de l'attention de Joel et de perdre le peu de capital d'affection dont il semble capable. De toute évidence, Ellie n'est pas encore rassurée sur cette communauté durant le repas et ressent les réserves non dites, non verbalisées de Maria envers Joel. Après tout, cette ville Jackson, c'est la preuve que la survie n'implique pas de tuer d'autres survivants, contrairement à ce que Joel et Tommy faisaient auparavant, sachant que Joel était le meneur. Tommy est bien plus idéaliste, tenté par des moyens de rendre le monde meilleur, même si cela a pu l'emmener vers des choix discutables. A l'inverse, Joel est totalement désabusé depuis la mort de Sarah. Une jeune femme observe Ellie à la sauvette
et il se pourrait bien qu'il s'agisse de Dina, un personnage du deuxième volet du jeu vidéo qu'on pourrait retrouver en saison 2. Quoi qu'il en soit, le titre de l'épisode, Kin, prend ici de plus en plus de sens. Outre les liens du sang, on nous rappelle l'évidence, la famille se choisit aussi, notamment quand on se marie, mais aussi peut-être quand on se choisit un père ou une fille de cœur, que cela passe ou non par une adoption légale. La prise de tête entre les deux frères dans le bar s'appuie essentiellement sur l'incapacité de Joel à admettre l'état dans lequel l'a plongé la mort de sa fille. Joel va se convaincre qu'il doit abandonner Ellie pour la protéger, alors que c'est surtout pour se protéger lui-même. Alors c'est vrai, on peut comprendre les griefs de Joel envers son frère, puisqu'il n'avait plus de nouvelles, mais sa réaction alors que Tommy lui apprend qu'il va être père est loin d'être idéale. Un point partout, balle au centre. Joel est saisi d'une autre crise d'angoisse en sortant, et il voit cette femme de dos à la chevelure qui pourrait correspondre à celle de sa fille, et il imagine un instant quelle aurait pu être la vie de sa fille s'il avait su la protéger, et peut-être même qu'il aurait eu une petite fille, et cela va renforcer sans doute encore sa crainte de faillir à nouveau, cette fois envers Ellie. Pendant ce temps, entre Ellie et Maria, on a une dynamique intéressante qui relève autant de la douceur maternelle que de la joute verbale. En effet, entre la proposition de lui couper les pointes de cheveux et le cadeau d'une coupe menstruelle, on est clairement dans un rapport différent et nouveau pour Ellie par rapport à ce qu'elle connaît avec Joel. Au passage, elle va apprendre l'existence de Sarah, mais pourtant toujours protéger Joel bec et ongles face aux mises en garde de Maria, qui craint la mauvaise influence qu'il avait sur Tommy et qu'il pourrait avoir à nouveau, peut-être sur Ellie. Les seules personnes qui peuvent nous trahir sont celles à qui nous faisons confiance. Au moins ce message aura été entendu par Ellie, qui ne peut que reconnaître sa pertinence. Signe que Jackson fonctionne vraiment, ses habitants ont le temps et l'envie de s'intéresser à l'art, en l'occurrence au cinéma avec The Goodbye Girl, Adieu je reste, pour le titre français du film. Un film qui fait bien évidemment référence au sujet central de la série puisqu'il s'agit d'une comédie romantique dans laquelle plane le risque d'un nouvel abandon avec une petite fille qui reconnaît chez le compagnon de sa mère les qualités d'un père possible. Tommy retrouve Joel dans un atelier de cordonnerie, dans une scène extrêmement poignante où Joel n'a jamais été aussi ouvert et Pedro Pascal rarement aussi émouvant, ce qui ne fait que souligner encore son grand talent. Dans cette confession, cet aveu de faiblesse, Joel évoque ses rêves sans souvenir, si ce n'est celui d'avoir perdu quelque chose, et cela vient de Pedro Pascal indirectement et personnellement. La scène qui suit est directement adaptée du jeu. Joel vient annoncer à Ellie une séparation qu'elle a déjà devinée. Ellie va alors s'ouvrir à Joel pour éviter de le perdre. Tout le monde l'a abandonné depuis sa naissance, sauf lui, et elle aurait encore plus peur avec quelqu'un d'autre que lui. Et pourtant Joel la repousse, choqué par l'évocation de sa fille. Il repousse l'ombre d'une nouvelle douleur comparable à celle qu'il a déjà connue. La scène est extrêmement forte et se déroule bien sûr dans la chambre d'une adolescente d'avant l'infection pour encore renforcer le parallèle entre Sarah et Ellie. Et quand Joel va penser à sa fille, rêver peut-être de sa fille durant la nuit, je pense qu'il s'agit de souligner la culpabilité qu'il ressent comme s'il allait l'abandonner à nouveau ou ressentir ce que Sarah penserait de lui en le voyant abandonner Ellie. Le lendemain matin, Joel essaie de partir, mais il n'y arrive pas. Ellie, elle, est résignée et elle réagit avec une certaine maturité en suivant docilement Tommy. Lorsque Joel lui dit qu'elle mérite un choix, c'est bien évidemment pour masquer le fait qu'il ne peut pas se résoudre à l'abandonner. Cette acceptation scelle définitivement leur relation. Ellie ne demande même pas d'excuses ou d'explications. Ils sont devenus comme père et fille. L'idée d'un retour éventuel à Jackson est même évoquée et on se prête à rêver d'un futur pour eux deux, à condition que la série ne soit pas trop cruelle. C'est mal barré. Joel lui apprend à tirer au fusil, lui parle de football, de son ancien travail, en lui faisant croire que tout le monde adorait les prestataires en bâtiment, ce qui n'est pas le cas apparemment, du moins aux États-Unis. Quand il réussit le tir, la fierté d'Ellie pour lui l'emplit d'une joie assez évidente. Sur l'ancien campus, il trouve des singes, ce qui semble impliquer des expériences, bien sûr, un départ vers Salt Lake City, de toute évidence. Les maraudeurs sont peut-être à l'origine du départ des Lucioles. Quoi qu'il en soit, Joel est grièvement blessé et nous quittons Ellie en prise au désespoir et à l'abandon involontaire sur la reprise de la musique entendue à la radio en fin de premier épisode. Never Let Me Down Again, dans une cover créée et chantée par la fille de Craig Mazin, le co-showrunner, pour faire écho à ce que ressent Ellie à ce moment-là. Je ne vais pas vous dire masterclass ou poulet,
puisque ce ne sont que des modes de vocabulaire passagères, mais disons qu'on y pense très fort avec cet épisode. J'espère que Joël va s'en tirer, mais je vous avoue que je me demande bien comment ce serait possible. Quant à nous, on se retrouve très vite, dès demain soir, mardi, à 20h30, sur ma chaîne Twitch, donc en direct, avec le lien en description de la vidéo, et ce sera pour le final de première saison de la campagne de jeu de rôle de l'Anneau Unique, donc en Terre du Milieu, avec de formidables joueuses et joueurs. C'est la première bataille du premier âge, enfin c'est l'âge des arbres, mais quoi qu'il en soit, Morgoth fait des siennes, et je vous invite à nous retrouver donc demain à 20h30 sur Twitch, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!